Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a quelques semaines, sur Instagram, j'ai publié un reel sur un catalogue d'une grande chaîne de supermarchés que je ne renommerai pas ici. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur mon compte Instagram @montessori7 pour voir de quoi je parlais. Parce que ce catalogue que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres mentionnait des jeux de type Montessori. Sauf que quand on regardait le catalogue, il n'y avait en fait rien de Montessori qui était proposé. Et quand je dis rien de Montessori, c'est que ça n'avait aucun rapport. Certains jouets étaient très bien, d'autres n'avaient aucun intérêt. C'était le type de jeu qui multiplie les difficultés avec lesquelles les enfants ne jouaient pas, ne joueront jamais. Mais dans tous les cas, les bons jeux de ce catalogue comme les jeux sans intérêt de ce catalogue n'avaient rien de Montessori. Et il est vrai que depuis le début des années 2010, voire fin des années 2000, il y a eu tout un effet de mode qui a démarré en France autour de la pédagogie Montessori. Pour autant, la pédagogie Montessori était présente en France depuis très longtemps. Moi-même, lorsque j'étais petite, j'ai fait mon école maternelle et une bonne partie de mon école primaire dans des classes Montessori. C'était pourtant, alors c'était une école privée sous contrat, très classique, mais mes enseignants, pour la plupart, étaient formés à la pédagogie Montessori, avaient des classes multiniveaux, multi-âges, et pratiquaient la pédagogie Montessori. Vous avez peut-être entendu parler du film Le Maître et l'Enfant, qui a été filmé à Roubaix. Eh bien, l'enseignant que vous voyez dans ce film, il a été formé, en tout cas il me semble, ou en tout cas il faisait partie d'une école qui était tenue par des sœurs à Roubaix, et le monde catholique, à un moment donné, je dirais dans les années, entre les années 50 et les années 80-90, a maintenu en France des formations Montessori, une présence Montessori, ont poursuivi le travail du père Fort, qui était lui aussi donc un prêtre, et d'Hélène Lubienska de Lanval, qui tous deux avaient transposé la pédagogie Montessori en France. Bon, pardon pour cette grande digression, c'est juste pour vous dire que oui, la pédagogie Montessori était bel et bien présente en France pendant plusieurs décennies, mais ça restait une niche et c'était très peu connu. Et puis il y a eu un effet de mode. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'aux États-Unis, depuis que Maria Montessori y est allée, donc ça commence à remonter, la pédagogie Montessori continue de rencontrer un franc succès, mais ça se fait de façon totalement continue et linéaire, alors qu'en France, il y a eu une explosion vers la fin des années 2000, début 2010. Et malheureusement, comme à chaque fois que quelque chose est à la mode, un certain nombre de personnes et des grandes chaînes, des grandes marques se sont lancées sur le marché Montessori. Et cela ne serait pas très grave si tout le monde essayait de rester fidèle à l'esprit de Maria Montessori. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble ce phénomène et d'essayer d'apprendre à faire le tri entre toutes les offres, les multiples offres qui sont estampillées Montessori. Et plus particulièrement parmi les livres, le matériel et les formations Montessori. Vous avez aussi des applications, vous avez du mobilier, vous avez toutes sortes de choses, mais déjà avec ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que vous serez bien armés pour reconnaître ce qui est fidèle à la pédagogie Montessori ou non. Alors le reel dont je vous parlais sur Instagram concernait une chaîne spécifique de supermarché, mais soyons honnêtes, j'ai simplement pris cet exemple parce que le catalogue était arrivé dans ma boîte aux lettres. Ça aurait pu être n'importe quelle chaîne de supermarché, n'importe quel grand magasin de jouets pour enfants, n'importe quelle maison d'édition de livres. Bref, ça concerne beaucoup d'autres enseignes. Et quand on aborde ce sujet du marketing Montessori, j'entends souvent la même chose dans les milieux montessoriens. À savoir que, ah mais oui, mais c'est parce que le nom Montessori n'est pas déposé, et la famille Montessori n'a jamais souhaité le déposer, et du coup, forcément, tout le monde se permet n'importe quoi. Alors, la réalité est un petit peu plus subtile que ça.
Je m'étais renseignée à une époque lors d'un salon de l'entrepreneuriat. J'avais rencontré un avocat spécialisé en droit d'auteur. Et j'avais d'autres questions à lui poser, mais dans la conversation, j'ai mentionné ça, que ah bah oui, le nom Montessori n'était pas déposé. Et il m'a corrigé, non, en fait, Montessori c'est un nom de famille. Donc par nature, il est entre guillemets déposé. C'est-à-dire que on ne peut pas utiliser ce nom de famille n'importe comment. Alors évidemment, si vous avez, je sais pas, une boutique d'électroménager et que vous vous appelez Montessori, vous avez tout à fait le droit de l'appeler Montessori électroménager. C'est votre nom de famille. Mais vous ne pouvez pas utiliser le nom de famille Montessori dans le domaine de la pédagogie n'importe comment. Donc en fait, ce nom, c'est comme s'il était déjà déposé, simplement, il faudrait faire respecter ce droit d'auteur. C'est pas vraiment un copyright, mais c'est un petit peu comme un copyright. Et ça, c'est le rôle de la famille Montessori, les descendants de Maria Montessori. Par exemple, Reynilde Montessori, ça pourrait être le cas. Mais que ce soit Reynilde, qui est très investie dans la suite, la postérité de Maria Montessori, ou l'AMI, l'Association Montessori Internationale, personne n'a trouvé ça souhaitable d'aller faire respecter le droit d'auteur. Parce que comment faudrait-il le faire? En fait, il faudrait tout simplement attaquer en justice toutes les personnes qui emploient à tort le nom de Montessori pour des choses qui n'ont rien à voir avec la pédagogie de Maria Montessori. Bien évidemment, il y a une question de moyens derrière. Ça voudrait dire prendre un avocat, aller en justice pour chaque infraction. Et comme il y a un effet de mode, eh bien malheureusement, ça voudrait dire beaucoup de procès. Et donc des frais d'avocat absolument phénoménaux. Pour autant, c'est une piste à creuser parce que je pense que si on poursuivait certaines grandes enseignes, les dommages et intérêts pourraient être considérables, ça pourrait renflouer la MI. Je dis ça, je ne dis rien. Mais c'est aussi, je pense, une source de difficulté parce que ça voudrait dire se porter comme juge et arbitre de ce qui est Montessori et de ce qui n'est pas Montessori. Et c'est un petit peu difficile parce que qu'est-ce qu'on met dans la catégorie Montessori? Est-ce qu'on prend uniquement le pur Montessori, c'est-à-dire ce qui a été imaginé, inventé par Maria Montessori, peut-être aussi par son fils Mario Montessori? Mais jusqu'où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on étend ça à du matériel imaginé par l'Association Montessori Internationale? Et est-ce qu'on élargit ou pas à ce qui respecte la pédagogie Montessori, même si ça n'est pas du matériel propre et spécifique à cette pédagogie? Par exemple, pour les tout petits, il existe des animaux ou des petites voitures à tirer. Vous savez, avec une petite corde pour que l'enfant qui commence à marcher puisse tirer quelque chose derrière lui. Eh bien, ça n'est pas à proprement parler du matériel Montessori. Il n'empêche que dans une ambiance Montessori de communauté enfantine, donc pour les enfants, ou même de fin du nido, pour les enfants qui commencent à marcher, vous trouverez ce genre de matériel. Parce que c'est une incitation à marcher. Ça fait donc partie des éléments compatibles avec la motricité libre, qui est un des principes fondamentaux de la pédagogie Montessori pour cette tranche d'âge-là. Le couteau à lame ondulée, pour les enfants un petit peu plus grands. Est-ce que c'est Montessori ou pas? Techniquement, c'est juste un ustensile de cuisine. Si vous ne voyez pas ce que c'est, surtout cherchez sur internet, tapez, vous verrez une image, couteau à lame ondulée. C'est génial parce que c'est un couteau qui permet réellement de couper des choses, mais vous ne pouvez pas vous couper avec. Vous pouvez essayer, j'en ai déjà fait la démonstration à mes enfants, vous pouvez essayer de vous couper les doigts avec ce couteau, ça ne fonctionnera pas. En revanche, ça coupe tout. Même les carottes qui sont très dures. Alors les petits enfants ne vont pas découper des carottes avec, mais vous pouvez découper la banane, des courgettes, du concombre, à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça n'est pas à proprement parler du matériel Montessori, pour autant ça a tout à fait sa place sur un site Montessori, une boutique Montessori, parce que ça développe l'autonomie de l'enfant, ça peut être prétexte à une activité de vie pratique. Donc ça n'est pas du pur Montessori, mais c'est du Montessori adjacent, ou du Montessori plus que compatible même. Ça s'intègre à une ambiance Montessori. Et si vous montez un petit peu encore dans les tranches d'âge, il y a des débats chez les Montessoriens sur certains matériels. Quelle couleur va-t-on utiliser? Quelle taille? Etc. Donc, il est difficile
de faire le tri dans tout ça, et il est difficile pour l'AMI ou pour les descendants de la famille Montessori de se porter comme juge de ce qui va relever de la pédagogie Montessori ou pas. Ils ont préféré laisser les choses ouvertes, et c'est quelque part tout à leur honneur, parce que je pense que ça respecte les désirs de Maria Montessori. Maria Montessori répétait beaucoup à la fin de sa vie, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et elle disait beaucoup ça parce que les gens restaient figés sur ce qu'elle avait prévu, imaginé, programmé pour les différentes tranches d'âge, sans réaliser que tout le matériel scientifique qui fait partie de la progression Montessori, déjà, il n'est pas uniquement l'invention de Maria Montessori. Elle a récupéré du matériel sensoriel qui venait d'Itard ou de Séguin. Elle l'a adopté, mais c'est pas elle qui l'avait inventé. Et on peut très bien imaginer beaucoup de nouveaux matériels qui respectent parfaitement les critères d'une activité Montessori, mais auxquels Maria Montessori n'avait pas pensé. Et donc elle était assez désespérée à la fin de sa vie de voir que les gens devenaient en fait des intégristes de sa pédagogie et n'imaginaient rien d'autre, voulaient figer sa pédagogie telle qu'elle l'était au moment où Maria Montessori était âgée et allait bientôt mourir, sans chercher à poursuivre son travail. Et ça l'a désespérée. Donc je trouve assez naturel au final que l'AMI laisse cette ouverture et permette à des gens de créer de nouveaux matériels. Malheureusement, dans tout ça, il y a beaucoup de déchets, des choses qui sont totalement inutiles et n'ont rien à voir avec la pédagogie Montessori. Il y a des choses qui sont un peu mensongères, c'est-à-dire qui peuvent être utiles, qui peuvent être de très beaux jeux. Par exemple, sur le reel dont je vous parlais, il y avait un arc-en-ciel coloré qui ressemble aux arcs-en-ciel de Grimm. C'est un magnifique jeu libre, l'arc-en-ciel de Grimm. Je ne dis pas que ce jeu est inutile, bien au contraire. Simplement, ça n'est pas du matériel Montessori parce que c'est du jeu libre. Et le matériel pour une activité Montessori, il est conçu pour être utilisé d'une certaine façon et il a un objectif d'apprentissage. Le principe même du jeu libre, c'est qu'il n'y a pas d'objectif d'apprentissage. C'est que ça développe la créativité et l'imagination de l'enfant. Il n'y a pas une seule façon de s'en servir. Donc c'est très bien et ça n'est pas Montessori. Donc voilà, vous avez du déchet, vous avez des choses utiles mais pas Montessori, et vous avez derrière de nouveaux matériels qui peuvent être rajoutés en fait aux ambiances Montessori, qui peuvent enrichir la progression pensée par Maria Montessori. Alors, derrière ce grand phénomène d'effet de mode et derrière le marketing Montessori, il y a des aspects positifs. Aspect positif, tout d'abord, que c'est beaucoup plus facile de trouver du matériel Montessori aujourd'hui que lorsque moi-même j'ai commencé. Lorsque mes aînés étaient tout petits, c'était très difficile de trouver du matériel Montessori et surtout abordable. Évidemment, vous aviez le matériel Nineuil, Gonzaga Ready, etc., mais qui coûte une fortune et qui est prévu pour des salles de classe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'endroits, des boutiques Montessori, des boutiques en ligne. Vous avez des grandes enseignes qui proposent du matériel Montessori, du véritable matériel Montessori. C'est quand même une chance aujourd'hui, cette grande disponibilité du matériel. Deuxièmement, il y a une réduction des coûts. Forcément, il y a un effet d'échelle. Lorsqu'on n'est que quelques centaines, peut-être quelques milliers en France à pratiquer la pédagogie Montessori, eh bien le matériel coûte cher. Lorsqu'on commence à être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, eh bien là, on peut avoir un effet d'échelle et les prix diminuent. C'est pour ça d'ailleurs que les grandes enseignes s'emparent de tout ça, c'est parce qu'elles peuvent proposer, avec leurs grands moyens de production et leurs nombreux points de distribution, elles peuvent vendre des quantités astronomiques de ces matériels Montessori et donc réduire leurs coûts. Donc ce n'est pas que négatif. Il est aussi beaucoup plus facile aujourd'hui de se former que lorsque moi-même je me suis formée. L'école dont je vous parlais, dans laquelle j'ai fait mon école maternelle et mon école primaire, a arrêté de pratiquer la pédagogie Montessori parce que ses enseignants, c'était des enseignantes d'ailleurs, je n'ai pas connu d'enseignants Montessori, ces enseignantes sont parties à la retraite et que personne derrière n'avait pu se former et donc prendre le relais. Alors c'est quand même dommage parce qu'ils ont raté le coche,
justement au moment où la pédagogie Montessori devenait à la mode, eh bien il n'avait plus de classe Montessori et plus d'enseignants Montessori du tout. C'est quand même bête. Donc tout est plus facile aujourd'hui, plus accessible aussi bien en termes financiers que simplement en termes d'accessibilité géographique. Il y a cependant plusieurs phénomènes dangereux. Le premier, c'est que les grandes enseignes ou les maisons d'édition cherchent à recycler ce qui existait déjà. Je pense par exemple aux petits livres d'Apolline. Ce sont des petits livres avec donc, ce personnage, cette petite fille qui s'appelle Apolline, et qui ont été remarketés comme si c'était des livres Montessori. Tout ça parce que les titres sont écrits en cursive. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle ces livres, qui existent depuis des dizaines d'années, ça existait déjà quand j'étais petite, pourquoi ces livres aujourd'hui sont présentés comme étant des livres montessoriens. À part le titre qui est en cursive, l'intérieur est en script, l'esprit est parfois très très moyen, le langage est limité, l'environnement dans les histoires qui sont racontées n'a rien de montessorien, de respectueux de l'enfant, etc. En fait, il n'y a aucune raison d'appeler ces livres Montessori. Mais ils les ont recyclés avec sur la page de couverture, avec les conseils d'une éducatrice Montessori. Donc il y a une éducatrice Montessori qui s'est retrouvée embarquée là-dedans, à devoir, et on s'en rend compte parfois que c'est un peu inconfortable pour elle, à devoir aller chercher dans le livre quelque chose qui pourrait vaguement être montessorien. Et là où par exemple la petite Apolline joue à la dinette, eh bien l'éducatrice dit « Ah, mais on peut proposer une vraie cuisine, de faire des vraies activités de cuisine à l'enfant. » Et c'est justement pas ce que raconte le livre, mais bon. Donc ça, c'est du recyclage, et ça existe beaucoup, en particulier dans les livres. Plutôt que de faire écrire de nouveaux livres, parce que ça demande beaucoup de travail, eh bien on réutilise des livres, et puis on change un petit peu le positionnement marketing, comme on dit. Autre phénomène dangereux, les enseignes s'amusent à faire appel à des gens qu'ils connaissent déjà, en leur demandant cette fois-ci de faire du Montessori. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas formés à la pédagogie en général, à la pédagogie Montessori. Donc c'est une catastrophe, parce que tout ce que l'on obtient, c'est une espèce de vernis Montessori sur des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est là qu'on trouve beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses franchement problématiques. Vous avez des livres parascolaires, par exemple, qui s'affichent comme étant Montessori. Vous avez des revues qui s'affichent comme étant Montessori, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça n'a rien de Montessori. Ou alors, on prend des éléments qui donnent l'image Montessori. Par exemple, on va prendre les voyelles et les consonnes en rouge et bleu avec deux couleurs différentes, et hop, ça y est, c'est du Montessori. Ben non, ça c'est pas ça qui fait qu'une activité autour des lettres va être Montessori. Donc ça devient vite une catastrophe. Autre problème également, c'est que les grandes enseignes s'amusent à copier du matériel Montessori. Ma foi, pourquoi pas ? Je sais que c'est un débat qui est compliqué parce que c'est un peu le même débat que pour les génériques, pour les médicaments. D'un côté, on est tous contents de payer notre matériel Montessori moins cher parce que c'est une grande enseigne qui le copie. D'un autre côté, c'est un peu embêtant pour les gens qui créent du matériel. Ça décourage l'innovation. Parce que la personne qui crée du matériel, un peu comme les laboratoires, bon, je ne plains pas les laboratoires pharmaceutiques, hein, mais un peu comme les laboratoires qui créent des médicaments, c'est eux qui font tout le travail de recherche et de développement. Et derrière, il y a des gens qui copient leur travail et en tirent de gros bénéfices sans avoir investi dans la recherche et le développement. Donc c'est un petit peu dommage parce que vous avez des gens de grande qualité qui poursuivent le travail de Maria Montessori, qui font, je pense à des gens comme Marie-Hélène Barbier, Agnès Putou, vous avez des gens qui font vraiment un travail de recherche pédagogique, d'innovation pédagogique. Sauf que derrière, si une grande enseigne copie leur matériel, forcément c'est la grande enseigne qui va vendre et eux n'en tireront pas de bénéfices. Donc ça peut être un petit peu dommage. Mais le gros souci surtout, parce que vous allez me dire que maintenant, la tour rose Montessori, ça doit faire, je pense que c'est déjà Séguin ou Itard qui l'avait inventé et pas Maria Montessori.
Bon, on peut se dire que depuis le temps, ça peut être passé dans le domaine public, mais c'est comme les livres. Sauf que, même ce matériel qui est ancien, eh bien, les grandes marques le copient en faisant des variations. Alors, ça peut être des variations assez innocentes, par exemple, la couleur des encastrements plans, quand vous avez un disque, un carré, un triangle. Normalement, ils sont aux couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. Eh bien, vous les voyez en orange, bleu clair, vert, oui, différentes versions. C'est dommage, mais c'est pas dramatique. Ça change pas l'intérêt principal de l'activité. Mais vous avez parfois des modifications qui changent radicalement l'intérêt de l'activité. Ou bien, j'y pense par exemple pour des boîtes à encastrement, vous savez, des boîtes où on va faire tomber, enfoncer une boule, un prisme, un prisme à base triangulaire, un cylindre, etc. Eh bien, vous avez des marques qui ont mal conçu leur matériel, avec par exemple un tiroir, et quand vous repoussez le tiroir, il ne se ferme pas. En fait, il faut le soulever encore un petit peu pour l'enfoncer jusqu'au bout. Ce qui fait que pour les jeunes enfants à qui ce matériel est destiné, eh bien, le matériel n'est pas bien utilisable. Donc souvent, ces modifications, elles sont faites sans réfléchir et sans être testées auprès de vrais enfants avec de vrais éducateurs. Et c'est là que, malheureusement, on a du matériel qui est au final de qualité inférieure. Et pas seulement au niveau du bois, de la fabrication, de la qualité des matériaux, mais aussi au niveau de l'intérêt pédagogique. Et puis, dernier grand danger, eh bien, n'importe qui se lance à faire des formations. Parfois seulement après avoir suivi un stage ou une semaine de stage, sans aucune expérience, mais qui se disent, ça y est, j'ai appris la pédagogie Montessori, je sais tout ce qu'il y a à savoir, donc je n'ai plus qu'à aller recracher ce que je viens d'apprendre auprès de nouvelles personnes et ça me fera un revenu. Alors je ne vous mens pas, ça existe, j'en ai même eu moi parmi mes propres stagiaires, et voilà, c'est bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, c'est un peu dommage et je pense que la différence, elle se fait très vite et je vais vous expliquer d'ailleurs comment faire le tri aussi entre les formations. Mais malheureusement, tout ça vient enrichir ce phénomène de marketing Montessori et du coup, une crise de confiance envers tout ce qui est estampillé Montessori. Et la plupart des gens se disent, mais prouvez-moi que vous êtes vraiment montessorien, que ce que vous faites est vraiment Montessori. Et malheureusement, il n'y a pas de label, il n'y a pas de tampon. Et d'ailleurs, la plupart des labels existants, comme je vais vous le montrer, n'apportent rien, malheureusement. Alors, comment, concrètement, du coup, faire le tri au milieu de tout ça, pour ne pas tomber dans ces pièges? Alors, je vais vous parler des livres, du matériel et des formations. On va commencer par les livres. Alors, en ce qui concerne les livres de lecture pour les enfants, ça, j'en reparlerai la semaine prochaine, parce que c'est encore un gros sujet. Il y a beaucoup à dire rien que là-dessus. Donc, ça méritera son propre épisode de podcast. Concernant, en revanche, les livres scolaires, en fait, les livres à destination des parents, pour faire des exercices à leurs enfants, les livres un peu parascolaires, ou les livres comme des essais ou des exposés sur la pédagogie Montessori. Là, pour moi, le premier critère, c'est de regarder qui a écrit le livre. Et ça n'est pas toujours évident, surtout dans les livres parascolaires. Souvent, il faut aller chercher c'est pas sur la couverture, il faut aller chercher à l'intérieur qui a écrit le livre. Et ensuite, je pense qu'il est très important d'aller voir où et comment cette personne a été formée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre en autodidacte, mais c'est quand même un marqueur de crédibilité important que d'avoir été formé à un endroit réputé. Seulement, parfois on n'a pas d'informations et ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. Je pense par exemple à un livre de grammaire que j'ai acheté récemment, qui vient de la librairie des écoles, et si vous cherchez le nom de l'auteur, c'est Marie Maillard. Et à part le fait qu'elle ait écrit un livre sur l'école à la maison, donc déjà vous voyez qu'elle a de l'expérience, je crois qu'il était écrit qu'elle avait pratiqué l'instruction en famille depuis 10 ans. Bon, je considère que c'est déjà une expérience intéressante, mais ça ne me dit pas où et comment elle a appris. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez demander conseil sur des groupes Facebook, par exemple, et auprès de personnes à qui vous faites confiance. Dans l'accompagnement que je propose, par exemple, donc, qui est une communauté de familles qui veulent pratiquer une parentalité
Montessori ou faire de l'instruction en famille et du co-schooling ou du co-schooling Montessori, ça arrive très souvent qu'on me dise « Ah, j'ai vu ça !» N'importe quel livre, formation, site, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et il n'y a aucun problème, ce sont des questions auxquelles j'aime beaucoup répondre, parce que souvent ça me permet de découvrir des choses que je ne connaissais même pas, parce que je vais être très franche, avec tout ce qui sort, qui porte le nom Montessori aujourd'hui, je ne connais pas tout. Et je n'ai pas d'avis sur tout. Mais l'avantage, c'est que très souvent, on peut feuilleter, par exemple, sur Amazon. Donc, je feuillette le livre, je me fais assez rapidement une idée en général, et je peux du coup conseiller les gens, leur dire, là clairement, c'est du vernis Montessori, mais ce n'est pas montessorien. Là, au contraire, c'est quelqu'un que je connais, qui est très fiable, ou là, le contenu est très fidèle, c'est très intéressant, il y a des bonnes idées d'activité, etc. Donc, voir qui a écrit le livre, comment il a été formé, et ne pas hésiter à demander conseil à des personnes de confiance. Deuxièmement, concernant le matériel. La première chose, ce serait de connaître les critères qui font qu'un matériel peut être qualifié de Montessori ou non. Alors, j'ai fait une mini-série en vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez taper sur Internet comment reconnaître du matériel Montessori. Je crois que c'est la première playlist qui s'affiche. Il y a 6 petites vidéos. Et je vous mets le lien d'ailleurs dans les notes de cet épisode aussi pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Mais en résumé, je vous invite quand même à aller voir les vidéos, elles sont très courtes, en général elles durent entre 5 et 9 minutes. Voilà les critères en résumé pour qu'un matériel puisse être considéré comme Montessori. 1. Une taille adaptée à l'enfant. Jusque-là ça va. 2. Un matériel qui isole la difficulté. Et ça c'est peut-être le critère le plus important, ou en tout cas celui qui va permettre de faire le plus de tri entre tout ce qui est affiché comme étant Montessori. Une seule difficulté à la fois. Donc si vous regardez mon reel sur Instagram, il y avait dessus un jeu où il fallait mettre dans... un peu comme des encastrements, il fallait mettre des formes avec différentes couleurs, il y avait différentes formes, il y avait différentes tailles de formes. Autant vous dire que c'est un matériel qui a 3 voire 4 difficultés. Il y avait beaucoup de choses différentes. Vous pouvez me faire confiance de ma propre expérience, de l'expérience de mes enfants qui ont eu à leur disposition certains jouets comme ça qui multipliaient les difficultés. C'est un matériel qui n'est pas utilisé par les enfants. Parce que quand il y a trop de difficultés, l'enfant à qui ce matériel est destiné n'a pas la compétence pour le faire. Et lorsqu'il a grandi et qu'il pourrait le faire, il n'a plus d'intérêt pour ce matériel qui a un style de matériel de jouet pour bébé. Donc vraiment, un matériel qui isole la difficulté, c'est très important. Pourquoi est-ce que la tour rose de Maria Montessori est rose, unie ? Alors qu'on trouve des tas de cubes, de tours avec des cubes à empiler, comme ça, avec la taille qui se réduit. Bien, tout simplement parce que s'il y avait des couleurs en plus... Le critère pour faire l'activité, ce ne serait pas forcément la taille des cubes. Les enfants pourraient s'amuser à retenir qu'on met le cube jaune, puis le bleu, puis le rouge, puis le jaune, puis le bleu, puis le rouge. Donc ça ne serait pas un bon matériel. Alors que la tour toute rose isole la difficulté, on ne fait les choses qu'avec la dimension de chaque cube. Troisièmement, il faut que le matériel soit concret, sensoriel autant que possible, qu'on puisse manipuler. La main est le premier outil du cerveau, en fait. Il faut aussi que ce matériel soit autocorrectif, en matériaux de qualité, et qu'il respecte la cohérence de l'ensemble du matériel Montessori. Par exemple, les codes couleurs, je vous en parlais tout à l'heure pour les consonnes et les voyelles. Par exemple, le code couleur pour les barrettes de perles qui représentent les différentes quantités. Le code couleur pour les symboles de grammaire, etc. Il y a une certaine cohérence à conserver, sinon les enfants vont être perdus. Donc je vous récapitule ces 6 critères. Une taille adaptée à l'enfant, un matériel qui isole la difficulté, qui est concret, quatrièmement, qui est autocorrectif, cinquièmement, en matériaux de qualité, le bois par exemple, mais pas seulement, et 6, qui respecte la cohérence du reste du matériel Montessori. Donc si vous avez encore des doutes, allez voir ma mini-série sur YouTube.
Ça se regarde très très vite. Je vous montre des exemples en vidéo, des exemples de choses qui sont Montessori, des exemples de choses qui ne sont pas Montessori, et vous y verrez tout de suite plus clair. Venons-en maintenant aux formations. Comme je vous le disais, n'importe qui peut se lancer et faire des formations Montessori. Et le problème, c'est que des choses comme Calliope, même si c'est normalement un label de qualité, ça n'est pas un bon critère. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques temps, j'ai fait une formation, j'ai assuré une formation dans laquelle je prenais le relais d'une éducatrice, une formatrice, qui ne pouvait pas assurer une journée de formation. Donc je ne nommerai pas ni la formatrice, ni l'endroit où j'ai fait la formation, ni le centre de formation avec qui j'ai travaillé. Simplement, ce centre de formation est certifié Calliope, les formations sont certifiées Calliope. Et je me suis aperçue, en prenant le relais de cette personne, donc j'avais accès à son PowerPoint, à ce qu'elle avait déjà présenté, expliqué aux stagiaires, et bien que cette personne n'était clairement pas formée sur la bonne tranche d'âge. C'est-à-dire que là où c'était une formation à destination des 0-3 ans, enfin, personne qui encadrait des enfants de 0 à 3 ans, elle avait essentiellement présenté ce qui relevait du 3 à 6 ans. En fait, je n'avais aucun doute en lisant ce qu'elle avait fait sur le fait qu'elle n'était pas formée en 0-3 ans. Il y avait des choses qui étaient tout simplement erronées sur la tranche d'âge 0-3 ans. Un vocabulaire montessorien qui n'était pas maîtrisé, un vocabulaire de base. Les périodes sensibles n'étaient pas les bonnes. Elle parlait des périodes sensibles des enfants de 3 à 6 ans. Elle en avait oublié, en particulier une qui n'appartient qu'à la tranche 0-3 ans. Et puis au niveau du matériel, ça n'allait pas du tout. Elle a présenté en fait essentiellement du matériel 3-6 ans. Et j'ai relayé la difficulté. Alors rassurez-vous, hein, j'ai sauvé les meubles. Je n'ai pas non plus jeté ma collègue sous les roues du bus. J'ai simplement dit que ma collègue s'était concentrée, parce que c'était une structure qui accueillait des enfants jusqu'à 4 ans, donc ma collègue s'était concentrée sur les enfants un peu plus âgés, et qu'avec moi on allait revenir sur le premier âge. Voilà, les enfants de 0 à 3 ans. Donc, il n'y a pas spécialement de souci là-dessus. Et j'ai relayé évidemment auprès du centre de formation. Sauf que le centre de formation, qui est Calliope, il demande le CV, les diplômes, etc. aux formateurs. Moi-même, ils me l'ont demandé. Mais ils ne savent pas forcément ce qui est important à vérifier spécifiquement pour un formateur Montessori. Ce sont des centres qui recrutent, je ne sais pas moi, des médecins, des enseignants, des personnels soignants, toutes sortes de professions. Et ils ne peuvent pas, eux-mêmes ne sont pas montessoriens, ne sont pas formés à la pédagogie Montessori, ils n'ont aucune idée des critères à prendre en compte. Ils n'ont aucune idée si tel centre de formation où la personne a fait son parcours fait des formations de qualité ou non. Ils n'en savent rien. Donc c'est un jeu de devinette pour eux. Et je ne leur jette pas la pierre, hein, c'est délicat, mais tout ça pour vous dire qu'un label comme Calliope, soyons honnêtes, tout ce que ça implique, c'est qu'il y a une certaine paperasse administrative qui est effectuée. C'est tout. Ça n'est pas réellement un label de qualité. Ça fait semblant. Vous avez d'excellentes formations Calliope, vous en avez de très mauvaises. Vous avez d'excellentes formations qui ne sont pas certifiées Calliope, et vous en avez de très mauvaises. Ça n'a rien à voir, c'est tout, malheureusement. Alors du coup, il est important, si vous cherchez à vous former quelque part, de vous renseigner sur où et comment la personne qui va vous apprendre, qui va vous enseigner la pédagogie Montessori a elle-même été formée. Donc, j'ai regardé, par exemple, cette collègue où elle avait été formée, elle a effectivement été formée dans un centre qui propose des formations 3-6 ans, mais pas des formations 0-3 ans. Alors, pour vous donner un exemple, en ce qui me concerne, après des études scientifiques à Normal Sup et une année que j'ai passée à enseigner le français et la traduction anglais-français à Cambridge, je me suis formée en 0-3 ans, auprès d'enfance positive, mais aussi auprès de Nashita avec Laurence Randou, qui elle-même a été formée par l'AMI. Je suis formée en 3-6 ans chez La Source Montessori, en continuité directe avec Maria Montessori, puisque Maria Montessori a formé son fils Mario, qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Mario Montessori qui a formé Yvette Ponce,
et Yvette Pons qui m'a moi-même formée. Donc je suis vraiment en ligne directe avec les formations de Maria Montessori. Je suis formée en 6-12 ans à la source Montessori, mais aussi chez En Terre d'Enfance, avec quelqu'un qui a suivi pour le coup les formations Montessori allemandes. Mais je me suis aussi formée auprès d'un centre américain à distance qui s'appelle Trillium Montessori. Je suis même intervenue dans l'un de leurs sommets en ligne, également avec Simone Davis, qui est une américaine. Elle a été formée par l'AMI et elle vit aux Pays-Bas, avec une Britannique, Karen Robin, autour de l'éducation bienveillante. C'est Karine Robin, en fait. Je crois que c'est une Française qui vit... c'est une Française, d'ailleurs, qui vit au Royaume-Uni, en particulier autour de l'éducation bienveillante et puis de sa compatibilité avec la pédagogie Montessori. Et j'en passe. Je me suis formée auprès de plein d'endroits différents avec des couleurs différentes, si vous voulez. Parce que il y a l'AMI, mais il n'y a pas que l'AMI. Rien qu'aux États-Unis, vous avez l'American Montessori Society, l'AMS, et l'AMI. Et ces deux associations ont des spécificités dans leur formation. Donc j'ai beaucoup apprécié, moi, dans mon parcours, de m'être formée auprès de gens de multiples pays. Je pense que j'ai une vision de la pédagogie Montessori qui est beaucoup plus large que quelqu'un qui serait formé uniquement dans un seul centre, y compris l'AMI. Il se trouve que je suis aussi facilitatrice qualifiée en discipline positive pour les parents et la classe. Donc ça, c'est plus pour la partie relationnelle. Et je suis également formée chez Epsilon à l'école pour les adaptations de la pédagogie Montessori aux enfants neuroatypiques. Je suis donc formée à l'ABA, une méthode particulière, à la gestion des comportements problèmes, aux méthodes d'enseignement fondées sur la preuve, aux neurosciences. Bref, vous voyez, j'ai un parcours qui est plus que complet. Et je pense que ce n'est pas le cas de la plupart des formateurs qui s'improvisent comme ça, formateurs. Et puis derrière, quelle est l'expérience du formateur auquel vous allez vous adresser? En ce qui me concerne, par exemple, j'ai 9 années d'instruction en famille, j'ai fait des ateliers Montessori, et ça fait maintenant bientôt 6 ans que je propose des formations à la pédagogie Montessori en ligne. J'ai accompagné des centaines et des centaines, je pense des milliers, même de stagiaires maintenant, à la pédagogie Montessori. Donc, le parcours, les formations, l'expérience du formateur, et ensuite, essayez d'avoir des retours d'autres stagiaires, si vous le pouvez. Par exemple, sur mon site, je propose une liste des centres de formation que je recommande. C'est un article qui s'appelle « Les ressources Montessori que je recommande ». Il y a des livres, il y a des blogs, il y a des formations. Et les centres que je recommande sont ou bien des centres dont j'ai moi-même fait l'expérience, et je les recommande à 100%, ou alors des centres sur lesquels je n'ai vu que, ou je n'ai entendu que des retours positifs. Il y a parfois des centres sur lesquels j'entends quelques retours positifs, mais d'autres qui sont négatifs, donc je ne les recommande pas, je ne prends pas le risque, tout simplement. Ça veut dire que ma liste n'est pas exhaustive. Il existe très certainement d'autres centres de qualité, mais ceux que je recommande, j'en suis sûre. Je mets ma crédibilité personnelle derrière ces centres-là. Alors vous voyez que je suis quand même ouverte, parce que moi-même en tant que formatrice, je recommande d'autres centres de formation. Et ce que je peux vous recommander, si jamais vous avez des retours d'autres stagiaires, c'est d'accorder plus de confiance aux personnes qui ont suivi plusieurs formations dans des centres différents que les personnes qui n'ont suivi qu'une seule formation. Parce que les personnes qui découvrent la pédagogie Montessori dans un centre en particulier, un petit peu comme les centres de formation Calliope, là, ne savent pas forcément que ça peut être mieux. N'ont pas de point de repère pour dire si leur centre de formation était de bonne qualité ou pas. Et par exemple, alors ça remonte maintenant, mais lorsque j'étais moi-même en formation à la source, j'avais une camarade avec qui on partageait les trajets, on covoiturait, et à un moment donné, elle était enseignante, et elle avait besoin d'accélérer un petit peu sa formation, et donc elle a suivi aussi une formation dans un autre centre, que je ne mentionnerai pas, et que je ne recommande pas. Donc je mentionne ce que je recommande, mais j'évite de mentionner ce que je ne recommande pas. Sauf si on me le demande explicitement, si tel centre est de qualité ou pas. À ce moment-là, j'explique pourquoi ils ne sont pas de qualité. Et cette personne me disait, mais en fait, c'est beaucoup trop rapide. Je crois qu'en une semaine, ils étaient censés voir toute la formation Montessori 3-6 ans.
On ne voit pas la moitié du matériel. Alors, on voit le matériel, mais on voit pas les présentations. Et concrètement, je sors de cette semaine-là. Eh bien, je ne vais pas pouvoir... Elle était censée être recrutée dans une école Montessori à la rentrée qui suivait. Je ne suis pas plus avancée que ça, parce que je ne peux pas présenter ce matériel aux enfants de ma classe. Je ne me sens pas compétente. Donc, c'était une semaine perdue. Et elle a continué sa formation à la source, hein, et ça s'est bien passé par la suite, mais c'était très frustrant pour elle. Mais justement, elle avait pu comparer à ce qu'elle recevait à la source, et non pas se dire, ça c'est le mieux qui existe parmi les formations Montessori, donc je m'en contente. Elle savait qu'il ne fallait pas s'en contenter. Donc je récapitule un peu pour les formations. Renseignez-vous sur les formateurs, où et comment ont-ils été formés, quelle est leur expérience, et quels sont les retours d'autres personnes qui ont suivi leur formation. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que moi-même, sur mon site, j'affiche les commentaires, les avis des personnes qui ont suivi mes formations. Tous ceux qui ont suivi mes formations peuvent laisser un avis, mettre un nombre d'étoiles, mettre des commentaires. Et donc, je vous invite à aller voir. C'est l'un des bons moyens de se rendre compte de la qualité des formations. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque fois que j'ai fait des webinaires, j'avais des personnes qui découvraient peut-être les Montessori 7, et puis des personnes qui faisaient partie de ma communauté parfois depuis longtemps, et qui, en fait, lorsque je présentais mes formations en fin de webinaire, faisaient ma propre promotion, en fait, me disaient sur le chat à quel point elles avaient elles-mêmes apprécié leur formation avec moi. Donc voilà, j'appréciais énormément. C'est, comment dire, c'est la forme la plus satisfaisante, je dirais, et la plus efficace et la plus pure et sincère de marketing, le vrai bouche à oreille. Bon. Alors tout ce que je vous ai dit, pour faire le tri parmi les livres, parmi le matériel Montessori, parmi les formations, oui, j'en suis consciente, ça demande du travail. Et ça demande du travail parce que les intérêts financiers sont contre nous. C'est comme lorsqu'on essaie de s'alimenter plus sainement et qu'on décrypte les étiquettes et les labels, etc. C'est compliqué, c'est lourd, ça demande du temps et de l'énergie. Alors je vous invite toujours à réfléchir à qui a intérêt à quoi. Vous voyez, par exemple, lorsque je recommande des boutiques Montessori, où l'on vend du matériel Montessori, moi je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas affiliée, je ne touche absolument rien si vous allez commander dans ces boutiques. Je n'ai rien à y gagner et lorsque j'achète du matériel chez eux, je le paye, tout simplement. Et je teste comme ça certains matériels, certaines boutiques, mais avec mes propres deniers. Donc je n'ai rien à y gagner. Au contraire, j'ai tout intérêt à donner de bons conseils si je veux que mes stagiaires me soient fidèles. Et ça marche, puisque certaines poursuivent avec moi depuis le tout début en 2016. Donc réfléchissez toujours, est-ce que cette personne est influenceur, influenceuse? Est-ce que cette personne est affiliée? Est-ce qu'elle a un gain financier à recommander telle ou telle chose? Et donc malheureusement, des choses comme Larousse, Calliope, Nature et Découverte, ces grands noms, ce ne sont pas des labels de qualité. Ils peuvent produire des choses très intéressantes, à des prix peut-être très intéressants aussi. Ça n'est ni un marqueur de qualité, ni un marqueur de méfiance. Il n'y a pas de raison non plus de se méfier spécialement de ces enseignes et de ces marques. Il y a de très bonnes choses aussi chez elles. Mais ça ne veut pas dire, ça n'est pas un label de qualité. Ça ne veut pas dire que nécessairement ce qu'ils produisent est de qualité. Alors malheureusement, l'idéal est du coup de se former soi-même, ou alors de trouver des gens de bons conseils. Je me rappelle au moment où ça remonte à des années, j'étais enceinte, mon mari était en mer, il était militaire et il avait des longs embarquements en mer. Donc je me retrouvais toute seule avec un nouveau-né, enfin avec un très jeune enfant et enceinte avec bientôt un nouveau-né. Et j'ai décidé d'acheter un aspirateur robot. Mais il y avait plusieurs choix, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir sur un forum comment choisir, je crois que c'était choisir son aspirateur, avec des gens qui étaient des passionnés de la question, qui avaient plusieurs aspirateurs, qui en avaient testé, qui avaient d'expérience, etc. Et j'ai suivi leurs conseils. Je me suis acheté un aspirateur robot. Et puis par la suite, j'ai pu moi-même conseiller mes amis qui recherchaient eux aussi un aspirateur robot parce que j'avais fait mes recherches et j'avais du coup tous les éléments que m'avaient fournis ces personnes qui étaient passionnées et dont c'était Je sais, ça peut paraître bizarre d'être passionné d'aspirateur, mais ces gens rendaient vraiment un service, m'ont rendu un énorme service.
Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec ces critères de tri, de choix. J'espère que ça vous aidera à vous forger peut-être votre propre opinion sur tout ce qui est comme ça estampillé Montessori. Et si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr de vous, ben j'espère pouvoir être pour vous cette personne de confiance, comme les gens de ce forum de passionnés d'aspirateurs, comme les gens qui moi-même m'ont guidée lorsque j'ai voulu me former à la pédagogie Montessori, comme des formateurs qui sont devenus des mentors. Voilà, j'espère devenir pour vous, ou être pour vous déjà, cette personne de confiance, et croyez-moi, je mettrai tout mon honneur à m'en montrer digne. Je suis à votre disposition pour ça, que ce soit à travers le podcast, puisque la semaine prochaine, on va parler justement du choix de livres Montessori pour les enfants, ou que ce soit dans l'accompagnement pour un suivi plus individualisé. Ou, comme je vous le disais, très souvent, les membres de l'accompagnement me posent des questions sur ce matériel, ce livre, voilà, telle ou telle chose sur lesquelles ils ont des doutes et sur lesquelles je peux les éclairer. Désolée pour la longueur de cet épisode, il y avait malheureusement beaucoup à dire sur le marketing Montessori. Je vous rappelle que tout n'est pas tout noir, hein. On a parlé aussi des avantages à cet effet de mode Montessori. Quelque part, les choses sont à la fois plus faciles et plus difficiles que lorsque moi-même j'ai commencé à me former au tout début de ma parentalité. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi prochain, votre petite sourisette, Anne-Laure.